Alors, nous allons démarrer la deuxième partie de notre symposium et c'est vraiment très simple pour moi de présenter Roger Weiss. Pourquoi? Parce que Roger Weiss n'a pas besoin d'être présenté. C'est un maître pour chacun d'entre nous, un collègue, mais également dans cette étude du craving et toutes les variantes des cravings, les psychopathologies du craving, dans le traitement des addictions. Alors, Roger Weiss est professeur et psychiatre à l'université de Harvard et directeur d'un groupe de recherche très important à l'hôpital de McLean. Alors, Roger, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, un honneur d'être invité à vous parler à cette conférence si impressionnante. Aujourd'hui, nous allons parler dans l'amélioration des résultats avec la buprenorphine dans le contexte des essais cliniques, réponse au traitement. Nous allons parler aujourd'hui un peu de background avec ces essais cliniques à la buprenorphine et l'ajout d'une thérapie comportementale à la buprenorphine et à la prise en charge médicale, à quel point ça améliore les résultats. Que pouvons-nous apprendre de ces réponses précoces, n'est-ce pas, de la réponse précoce au traitement à la buprenorphine? Une équipe de 3 personnes dans mon équipe de recherche, Alan Bailey à gauche, au centre McHugh et Victor Autori à droite, de 3 jeunes talents extraordinaires. Pour commencer, à quel point vous parlez quel est le taux de réussite du traitement à la buprenorphine? Eh bien, en le comparant, n'est-ce pas, donc au placebo, eh bien, les résultats sont vraiment incroyable. Nous avons eu 49 de résultats positifs avec la buprenorphine, des résultats par rapport à 7 à 9 de réussite après sevrage progressif de la buprenorphine. Dans une étude sur la buprenorphine injectable, Sublocade ou Buvidal, 29 de taux de réussite avec la buprenorphine injectable ont eu de bons résultats par rapport à 2 de réussite avec le placebo injectable. La buprenorphine par rapport au placebo, eh bien, il y a de très bons résultats, cependant 49 par rapport à 7 9 et par rapport à 2 pardon. Donc, en thérapie comportementale, eh bien, et c'est clair que ça améliore les résultats. Il y a 4 résultats majeurs qui se sont penchés sur cela. Ils ont tous montré qu'en ajoutant la thérapie comportementale, ça n'a pas augmenté les résultats. Les résultats se mesurent par l'utilisation de d'opiacés. Quels sont d'autres résultats au-delà de cela? McHugh et nos autres chercheurs dans le groupe, eh bien, on s'est penché sur cette étude de l'abus des drogues aux États-Unis et nous avons harmonisé les données de 4 essais cliniques avec la buprenorphine plus la gestion clinique, n'est-ce pas? Il y a donc ces traitements adjuvants, n'est-ce pas? Ceci s'est fait sur 4 études. Aucun n'a montré donc de résultats. Bon, ça a été harmonisé et le nombre total de participants à ces 4 études a été de 869 personnes. Lorsqu'on met tous ces données ensemble, est-ce que ça améliore les résultats de l'utilisation de l'opium, des opiacés? Est-ce que cela améliore la rétention donc du traitement?
Cette thérapie comportementale a augmenté cela. Il y a des sous-groupes de patients qui vont répondre mieux, n'est-ce pas? Et finalement, est-ce qu'il y a des caractéristiques modérées qui ont une influence sur la réponse à ces questions? Par exemple, l'utilisation d'héroïne, de cocaïne, le nombre d'épisodes de traitement, l'âge, la douleur, etc. Donc, les résultats entre là où la thérapie comportementale n'était pas associée à la rétention du traitement ou au fonctionnement en général. Eh bien, si on voit les détails des chiffres, le groupe de thérapie comportementale avait en moyenne 7,2 sur 12. Excusez-nous, il y a une coupure de son maintenant par rapport à ceux qui n'avaient pas de thérapie comportementale à 10,2, 10,3 semaines. Peu de changements sur les mesures assis de fonctionnement après 12 semaines et l'effet sur le traitement comportemental sur l'utilisation des opiacés, la rétention et le fonctionnement n'a pas été modéré par l'âge, l'usage de la consommation d'héroïne. Le diagnostic de PTSD a montré une tendance vers une utilisation, donc une consommation d'opioïdes significative. La thérapie comportementale associée avec donc, une augmentation de 2-3 fois dans les semaines sans consommation d'opioïdes, P égale 0,3 pour ceux qui avaient eu un diagnostic de PTSD. Encore une coupure de son. Maintenant, je vais vous parler des limites donc de cette étude. La gestion médicale de cette étude, que je préfère appeler plutôt le conseil médical plutôt que la gestion médicale, parce que le la gestion était faite par des personnes qui faisaient la prescription. Cependant, c'était davantage de counseling, cet avis, ces recommandations donc réalisées par des spécialistes en addiction du plus haut niveau. Aux États-Unis, cette étude a montré que 74 des patients dans une étude de traitement de communauté ont reçu moins d'un traitement psychosocial, moins d'un jour par mois de traitement psychosocial. Excusez-nous, une petite coupure de son aussi. L'idée, c'est qu'il faudrait donc ajouter quelques plus de traitements psychosocial. Les études ont été conduites, ont été menées bien avant l'époque de fin d'année. Les résultats pour la buprenorphine MM ont été solides. Cette, cette semaine sur 12, c'est une 12. Et que il y a aussi peu de pour l'amélioration. Donc, 10 semaines sur 12 de taux de retenue, c'est difficile d'augmenter cela. Ce n'est pas facile de faire mieux. Les essais cliniques ont inclus beaucoup d'appui social. On pourrait aller au bout du monde et on trouverait des patients qui ont disparu, évidemment. Ce à quoi nous avons commencé à réfléchir, c'est comment le succès a été mesuré sur les essais à la buprenorphine. Dans tous ces essais, ça a été mesuré par le pourcentage au nombre de semaines d'abstinence sans opiacés. Donc, si on n'apparaît pas en cabinet de consultation, eh bien, cela est interprété comme quoi il y a eu une récidive, il n'y a pas eu d'abstinence. Les semaines de mesure
aide à simplifier les données manquantes. Si quelqu'un disparaît, donc dans un essai après 6 semaines, à partir de combien on va dire que la personne, bon, a consommé ou pas 6 semaines après? Si on dit qu'on pensait qu'il n'était pas en abstinence pendant ces semaines-là, c'est plus probable. Ça ne va pas toujours être le cas, mais en tout cas, on a plus confiance à les appeler une semaine de non-abstinence, n'est-ce pas? Un problème avec les semaines, c'est que la semaine de non-abstinence ne se distingue pas de si on dit un jour ou 7. Vous avez consommé cette semaine. Notre recherche OUD s'est concentrée sur l'abstinence ou une situation proche de l'abstinence pour pouvoir dire qu'un traitement est un succès. Par exemple, sur les semaines d'abstinence, plusieurs semaines d'abstinence d'affilée ou sur une période de temps particulière pour la prescription de et l'addiction pour traiter l'addiction aux opiacés, donc cette étude, le traitement, eh bien, le succès voulait dire une période d'abstinence supérieure à 3 semaines, 3 semaines sur les 4 dernières semaines, y compris la dernière semaine. Donc, nous savions exactement ce qu'il en était par rapport à nos patients. Cette étude a été faite par Alan Bailey, la personne à gauche sur cette image. On a utilisé des échantillons harmonisés sur 4 études, n égale 869. On a examiné la réduction dans les jours de consommation d'opiacés pour ceux qui recevaient encore la buprenorphine et qui donc ont ont été présents à ces visites d'études. L'axe horizontal, c'est le nombre de semaines et l'axe vertical, c'est les jours de consommation par semaine. En bleu, les personnes qui sont considérées des succès, et en rouge, les personnes qui ont échoué ou qui n'ont pas, pour lesquelles il n'y a pas eu de succès dans la thérapie. Pour le succès, c'est tout le monde commence par 6 ou 7 jours par semaine à la gauche de l'écran et la courbe en bleu, ceux qui ont connu le succès, eh bien proche de 0. Et on les appelle non successful. 25 des personnes. Vous pouvez voir maintenant le pourcentage de personnes qui participent toujours à l'étude en bas de l'écran. Donc, par rapport aux personnes qui ne sont pas présentes et un quart des personnes qui n'ont pas réussi parce ils n'ont pas été abstinents. Clairement, les résultats de ces études, dans ces 4 études, ont rapporté une réduction de consommation d'opiacés de 6,2 jours par semaine et les personnes qui ont échoué, eh bien, ont diminué de 0,5 jours par semaine à la semaine 12. Donc, cela démontre l'importance de la rétention dans le traitement. Si on en reste à la buprenorphine, eh bien, la possibilité qu'on a, c'est qu'on fasse très bien ou extraordinaire bien. Quelques personnes, eh bien, ne vont pas aller bien, c'est clair. Cependant, il y a un grand nombre de personnes qu'on appelle non à non-succès. Eh bien, ils ont eu du succès finalement. Pour approfondir un petit peu dans les données, eh bien, nous étions intéressés par cette question. Est-ce que la réponse précoce pouvait nous aider? Eh bien,
Il a fallu des semaines, on attend plusieurs semaines, donc la réponse peut être utile. Quelques-uns, eh bien, en est-il du temps typique, la courbe de réponse pour la buprenorphine? Eh bien, sachant que cela dépend de la pratique clinique, si on savait que quelqu'un donc avait un résultat faible, eh bien, on pourrait faire quelque chose pour intervenir avant de manière précoce. Donc, par rapport à cette étude, nous avons trouvé que l'utilisation des opiacés dans la première semaine a permis d'avancer 94 de possibilités d'utilisation dans les semaines 9-12 et l'abstinence aux opiacés dans les semaines 1 et 2 a permis de prédire une 44 de possibilités de consommation dans les semaines 9 et 12 dans les semaines 1 an de 9 à 12, 5, 6, 56. Eh bien, si on commence bien, eh bien, et le résultat normalement sont meilleurs. Jean Luo a harmonisé les données par rapport à deux grandes études et au lieu de se centrer sur la réussite et non-réussite, il a observé les mauvais résultats de 3 semaines consécutives d'usage et il s'est aperçu que les 3 premières semaines de buprenorphine sont critiques pour pouvoir prévoir une rechute. C'est-à-dire que après le pourcentage ou la probabilité de rechuter quand les 3 premières semaines ne se sont pas bien passées est très forte. C'est-à-dire que la réponse première est très très importante. Ces 6 semaines, eh bien, ceci se mesure en semaines, mais on est intéressé également à des jours, à mesurer par jour. Par conséquent, voilà, c'est l'étude suivante que nous avons faite. Nous avons harmonisé des données de 2 études parce qu'il n'y avait pas toutes les études qui avaient le même résultat. Nous nous sommes intéressés à combien de jours d'usage d'opioïdes dans les 3 premières semaines peuvent mieux prédire la probabilité de rechuter à 4 semaines d'usage. 52% de celles-ci avec aucun usage lors de la première ou deuxième semaine ont rechuté plus tard. C'est-à-dire que une seule journée d'usage prévoit une différence 3 à 4 fois plus grande. 61% de ceux qui avaient 2 journées d'usage lors des 3 premières semaines ont rechuté plus tard, par rapport à seulement 17% de ceux qui avaient eu moins d'une journée d'usage. C'est-à-dire que cela veut dire que même une journée d'usage lors des 2 premières semaines était le point de coupure le meilleur pour prédire le résultat, la meilleure combinaison de sensibilité et spécificité. Une seule journée, c'était le déclencheur d'un mauvais résultat. Cependant, si vous passez à la 3e semaine et que vous avez seulement consommé pendant une journée, eh bien, alors là, votre risque s'affaiblit, ça baisse. C'est-à-dire que une journée lors des 2 premières semaines vous donne des chances de passer vers le plus grand risque, c'est-à-dire si vous dépassez cette seule journée de consommation, c'est-à-dire que la ligne est très très fine, le point pour basculer d'un côté à l'autre est vraiment très fin, très mince, c'est-à-dire que vous avez peut-être la possibilité de faire des interventions précoces lors de ces 2 premières semaines. Pour une personne qui aurait seulement usé une journée, eh bien, pour tenter de vraiment récupérer, parce qu'une journée de plus d'usage, eh bien, vous tombez sur une autre catégorie. Alors, comme conclusion, beaucoup de patients ont bien répondu à la buprenorphine et à l'avis médical. Ça peut être une intervention très puissante. Même ceux qui n'ont pas accompli l'abstinence ont réduit de façon substantielle leur usage d'opioïdes
et ont retenu le traitement de buprenorphine, ce qui emphatise l'importance de la rétention de ce traitement, et le début du traitement est un moment critique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing et pour la qualité de la présentation. Alors, nous avons la chance d'accueillir Marc Potenza, qui est professeur de psychiatrie à Yale University et qui, avant de nous présenter la présentation de ce jour, je tiens à le féliciter au nom du Congrès et de la World Association of Dual Disorder pour le prix qu'il a reçu, qui est le Pedro Ruiz Award, et vraiment toutes nos félicitations, Marc. So I'd like to thank the organizers for having me here to speak on the topic of problematic use of the Internet. I have a series of disclosures Alors, with j'ai une respect to- série de choses que j'aimerais présenter, d'abord des déclarations avant de démarrer. Si on pense à la technologie digitale ou numérique qui a apporté beaucoup de bénéfices à la société et aux personnes, mais il y a des préoccupations qui ont été soulevées au niveau international, en particulier auprès de la jeunesse. Alors, des groupes comme l'Académie américaine de pédiatrie a produit des lignes directrices pour essayer de protéger la jeunesse en développement et donner des conseils sur combien de temps on devrait passer devant les écrans et voilà, à quel âge. Martin Paulus et un groupe de collègues, dont moi-même, ont revu quelques-unes des données sur ces activités pour se concentrer sur la santé mentale. Une coupure de son, je suis désolée. Pour regarder les complexités lorsqu'on se concentre sur la personne, les différentes caractéristiques et vers des niveaux sociétal, parce qu'avec la pandémie de la COVID-19, par exemple, il y a eu un impact sur la manière dont les gens ont interagi sur les réseaux sociaux. Donc, pour tester ces modèles ou sur les médias, il est important d'avoir alors un ensemble de données que nous avons aux États-Unis, c'est l'étude sur le développement cognitif du cerveau chez les adolescents. Et nous avons proposé de regarder ça sur une période de 10 ans, en commençant par des enfants âgés de 9 à 10 ans et sur 11 000 jeunes recrutés avec des mesures prises par imagerie du cerveau. Il y a eu des mesures que nous avons rapportées. Coupure de son à nouveau. L'interprète vous excuse. Nous avons eu 2 modèles de facteurs qui étaient le plus adaptés aux données sur un quart pour une haute fréquence d'activité, donc nous, par rapport aux 3 quarts à basse fréquence. Et donc, pour les types d'écrans consommés par ces adolescents et ces enfants n'étaient pas uniformes dans les différents domaines. Il était difficile de se concentrer sur les vidéos précises, parce que pour les personnes qui jouaient aux jeux vidéo, il y avait des différentes activités. Il est important de voir que ce groupe à haute fréquence ait montré des différences par égard à la performance neurocognitive. Il y avait des performances de comportement et des mesures de la haute impulsivité et sensibilité. Donc, ce que l'on peut voir ici pour la neurocognition, en rouge, vous voyez là les groupes à haute fréquence et en bleu le groupe à basse fréquence. Et on voit que ceux qui avaient des hautes fréquences, âgés de 9 à 10 ans, sur plusieurs années, ont montré de plus hauts niveaux d'impulsivité, de plus haut niveau, une activité du comportement activé, des niveaux de QI, on a des preuves d'intelligence, de score, de capacité de lecture et de mémoire également. Donc cela, c'est pour les personnes âgées de 9 à 10 ans. D'un point de vue de santé mentale, les activités donc, centrées sur la fréquence plus élevée, montrer de la toxicologie, donc des préoccupations notamment sur l'opposition, des préoccupations par rapport à la conduite, au comportement. Alors,
il y a des changements qui ont eu lieu, notamment à l'adolescence. On voit DJ Casey qui a montré que certaines régions du cerveau font preuve de ce qui est activé et on peut mesurer ces éléments moteurs puisqu'on sait que l'adolescence est un âge à risque. Dans beaucoup de parties dans le monde, les adolescents ont accès à des téléphones portables. Et des études et des recherches ont indiqué que 95% des adolescents aux États-Unis, âgés de 13 à 17 ans, ont un téléphone portable, un smartphone. Donc plus important encore que la portion des jeunes disant qu'ils sont presque constamment en ligne a presque doublé en 10 ans, passant de 24% en 2014-2015 à 46% en 2022 et 46% en 2023 aussi. Si on regarde maintenant les degrés auxquels cette activité sur les médias et sur les écrans élevés est, on voit qu'il y a tout un ensemble de données sur les âges 5 à 21 ans. Et si on séparait le groupe en 5 à 12 ans et 13 à 21 ans, eh bien, on a vu une duplication dans les 5 à 12 ans. Mais pour les personnes âgées de 13 à 21 ans, on avait différentes tendances avec un groupe haute fréquence qui était centré sur la communication socioculturelle. Ils utilisaient les chats et les réseaux sociaux. Et si on réfléchit aux manières dont la jeunesse use ces réseaux sociaux, eh bien, cela a changé dans le 10 ans. On voit par exemple que le nombre de Facebook a chuté, vu comme un réseau social peu jeu, plus pour les personnes plus âgées, ont capturé des groupes entiers d'adolescents. On regarde un groupe d'un et par plateforme qui rapporte être en ligne presque constamment. TikTok a le taux élevé avec 10% de personnes qui ont vu qu'il y a différents filles. Et ce que nous voyons, c'est que pour les plateformes de réseaux sociaux, les filles rapportent davantage d'être en ligne, constamment par rapport aux garçons, avec la grande différence étant sur TikTok. Alors, ces données font un écho à ce que l'on voit dans les analyses médicales et nous avons regardé les troubles de l'addiction sur les réseaux sociaux, Internet et les jeux en ligne. Et donc là, c'était les dominants, par contre, les filles. Alors, des études ABCD, c'est une étude longitudinale. On peut regarder les relations temporelles, les activités des ouverts, c'est que l'enfant, eh bien, il y a entre l'activité de Jonathan Haidt et d'autres qui ont peut-être regardé l'activité et qui amènent une augmentation de pas sur les garçons. Il y a d'autres préoccupations qui sont importantes pour la c'est une étude coréenne. Nous avons les garçons et l'utilisation de nous avons découvert, c'est que sur la base pour haut risque problématique, si on reprend la ligne de base et après un an, 85 de personnes ont arrêté, mais un nouveau pourcentage a émergé à risque
problématiques dans l'utilisation de l'internet, donc ces préoccupations, tandis que la prévalence estime que ça peut être la même chose d'année des individus spécifiques qui changent. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les facteurs qui relient aux transitions. Nous avons découvert, c'est que certains éléments de TDAH ou de gain ont été dus à l'émergence ou rémittance de certains symptômes. Voici d'autres données qui nous ont menées par des groupes. Ils ont donné des avis, des conseils sur l'utilisation pour la santé mentale. On a 11 sociaux afin d'avoir des avertissements comme sur l'alcool et le tabac. Et si l'on réfléchit à la manière, les littératures sont utilisées pour la révision de la classification ICD-11 des maladies. Eh bien, l'utilisation problématique de l'Internet ou les addictions comportementales plus largement, eh bien, il y a une nouvelle catégorie dans l'ICD-11 sur ces désordres et ces comportements compulsifs sur le jeu en ligne et les comportements sexuels aussi, donc qui on voit que c'est lié également, on peut regarder les problèmes dus à la consommation d'alcool qui ont une similitude. Il y a des problématiques sur l'utilisation de la pornographie qui ont été apportées comme nouveau diagnostic, comme contrôle de ce désordre compulsif. Si on regarde les données qui ont mené cela, qui, d'un point de vue neurologique, eh bien, nous avons découvert que dans l'utilisation des substances toxiques, le jeu, les désordres de l'utilisation d'Internet, eh bien, on a vu qu'il y a une activation des zones du cerveau avec dans la zone de la récompense, et cela apparaît aussi pertinent pour des individus avec des problèmes d'internet ou de jeu. Il y a différentes activités qui sont réalisées sur Internet, dont alors l'utilisation des réseaux sociaux, l'achat également, l'achat compulsif, et on a proposé que la désignation d'autres problèmes spécifiques puissent être diagnostiqués dans le ICD-11 pour utiliser ces préoccupations de manière clinique. Il y a également des instruments ou des outils qui ont été validés, développés par l'ACSID-11 pour l'utilisation pour regarder ces troubles de l'Internet, et pour l'ICD-11, ce critère pour un contrôle troublé comportemental ou une augmentation ou des conséquences néfastes, ainsi que un handicap ou un stress, où nous évaluons tous ces critères pour les jeux en ligne, l'utilisation de pornographie, l'utilisation des réseaux sociaux et les comportements d'achat en ligne. Faisant partie d'une initiative européenne, nous avons généré un e-booklet gratuit qui a été traduit dans environ 12 langues. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur ce site en ligne, et il couvre tout un ensemble de problématiques, l'utilisation de l'Internet, des sujets comme la cyberconnerie, le harcèlement. Si l'on on prend un peu de distance et on regarde les choses, collègues ont décrit l'importance, heu, un élément d'importance sur les différentes juridictions qui doivent regarder comment trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la responsabilité sociale et les du devoir des institutions. Donc il y a différentes parties prenantes, dont les individus qui décident de la manière dont on peut utiliser ces technologies digitales, les familles, les parents en particulier, qui peuvent apporter des lignes directrices pour la jeunesse, pour les communautés, des groupes, dont des enseignants, ainsi que des personnes apportant des soins, des soignants, qui sont prêts pour aider les personnes faisant face à différents problèmes en lien avec l'Internet. On peut collecter des informations et apporter des informations au gouvernement.
qui peuvent ainsi réfléchir à la meilleure manière de réglementer et protéger les individus. Mais il y a aussi une partie importante pour l'industrie par égard à la transparence, l'accès aux données qui pourraient être utiles pour la promotion de santé publique. Alors, avec cela, tout un groupe a participé et on a créé un rapport pour une commission psychiatrique sur l'usage problématique de l'Internet. Nous avons donc produit, alors ce sera prêt dans les 6 mois à venir. Entre-temps, nous avons produit une revue sur la compréhension actuelle des préoccupations liées aux addictions comportementales et comment intervenir mieux, traiter les individus qui souffrent de ces problèmes. En résumé, l'Internet a changé beaucoup d'aspects de notre vie, coupure son, toutes nos excuses, nous ne recevons plus le son de l'orateur. Alors, nous voyons des domaines qui se développent rapidement, comme l'IA, l'intelligence artificielle, mais il faut faire attention à comment aider les personnes qui développent des troubles et des problèmes et comment protéger les individus vulnérables ou sensibles, comme la jeunesse, pour qu'ils puissent devenir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je vous remercie tous et tous pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Très bien. Alors maintenant, le problème de traitement des opiacés pendant la guerre. Nous avons quelques exemples. Ah, nous avons une coupure de son. En Crimée. On passe 5 ans à utiliser des traitements avec la méthode. Médecins dans le traitement et je pense que c'est vraiment tout à fait Recording in Beirut, progress. from Beirut, and I think that also in the area of Beirut, situation is vous not parlez de so la calm. situation qui n'est pas si haute. Pour l'invitation et je remercie le sénateur d'avoir accueilli euh, de la THS. Comme ça a été dit hier, le TDO7 devait se tenir à Beyrouth, au Liban. Mais bon, vu la situation, ça a été annulé. Et donc, justement, c'est ce que je vais un peu parler de ces conflits et spécifiquement des traitements agonistes, opioïdes, dans ces régions à grand conflit. Mes slides sont en anglais, mais je vais parler en français. Donc, 3 régions que je vais évoquer, l'Ukraine, la Palestine et le Liban. Comme vous allez voir, il y a des défis communs et des ressources communes et des réponses qui ont été communes sans vraiment se concerter, en fait. Et bon, proposer quelques pistes de réflexion. Bon, ces 3 régions ne sont pas les seules qui sont en situation de conflit actuellement, mais ce sont 3 régions actuellement où les TAO existent et qui ont donc évidemment été affectées par le conflit. De même, il y a eu, pendant la période de la Covid, il y a eu bon, des accès aux soins qui ont été difficiles dans plusieurs régions du monde, mais c'est absolument pas comparable par rapport à ce qui s'est passé dans ces 3 régions, que ce soit en termes d'ampleur ou en termes de durée. Donc, vous connaissez tous ce qui se passe en Ukraine. Juste un rappel qu'il y a eu 2 phases. Donc, la première, février 2014, l'invasion de la Crimée et la guerre du Donbass, et février 2002, qui est toujours actuelle, l'invasion à grande échelle avec, bon, au début, ça c'était au début, l'annexion de 4 régions à l'est de l'Ukraine.
Avant, disons avant la crise, l'Ukraine est un des pays où l'épidémie de HIV est la plus prévalente. Il y a un très grand nombre de personnes qui injectent des substances, des opioïdes, et c'est le programme d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Donc, ils ont la buprenorphine qui a été commencée en 2004, suivie par la méthadone en 2008. La majorité actuellement sont sous méthadone. Même avant la crise, les fonds étaient difficiles et c'était souvent des fonds d'organisations externes, notamment Global Fund. Et avant, c'était importé, la méthadone et la buprenorphine. Actuellement, il y a 2 régions en Ukraine qui les font. Avant 2014, les régulations des TAO étaient inspirées de ce qui est fait à l'extérieur, mais modifiées selon un peu peut-être la culture ou les mentalités. Et comme vous voyez, ce n'est pas toujours vraiment evidence-based, dans le sens que les usagers devaient s'enregistrer dans le registre national des narcotiques. Ils devaient avoir avant échoué 2 fois des tentatives de traitement avant de pouvoir continuer un traitement de maintenance au TAO. Les take-home dosages étaient pratiquement impossibles. Les pharmacies avaient la possibilité de stocker juste pour 1 mois de médicaments, et le transport entre les régions des médicaments était beaucoup plus cher que les médicaments eux-mêmes. Donc 2014, l'invasion de la Crimée, comme vous savez, la Russie interdit les TAO, et donc ça a été interdit en Crimée. 11 programmes ont dû fermer, 10% des usagers sont décédés d'overdose, c'est-à-dire 80 à 100 personnes sont décédées, 20% ont pu aller autre part, recommencer un traitement ou bien faire des cures de détox, de sevrage, et la majorité a été perdue de vue. Il y a eu à ce moment-là une mobilisation assez grande des organisations internationales et locales pour essayer de trouver des solutions et aider ces personnes. Donc, suite à un peu ça, les choses ont été repensées. Donc, il y a eu en 2016 un changement dans les régulations, donc en permettant plus de take-home dosages, donc 10 jours, mais après 6 mois d'abstinence totale. La condition qui était un peu absurde d'échouer des détox avant de prendre a été enlevée. Et il y a eu plus de souplesse et de flexibilité dans les prescriptions, mais le fait de devoir enregistrer le nom au registre des narcotiques est resté, ce qui est souvent un obstacle pour les usagers et aussi une bureaucratie inutile. Et puis aussi, cette période, il y a eu des cliniques privées. L'État a permis à des cliniques privées d'ouvrir avec une façon de faire qui est un peu donc qui était légale, qui n'était pas illégale, mais de façon à contourner un peu les régulations. Les cliniques privées prescrivaient des détoxications à long terme, donc ce qui fait que la prescription et le fait de rapporter est beaucoup plus simple. Que pour ceux qui ont un traitement de maintenance. Donc, pour contourner ça, ils continuent à prendre, mais dans un scénario de détoxification à long terme. L'inconvénient de ces cliniques privées, c'est payer. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens n'étaient pas dans les cliniques privées. Environ 20% des patients sous TAO allaient dans les cliniques privées. Donc, 2022, les défis, évidemment, c'était comment continuer à traiter les patients existants, comment traiter les patients qui étaient déplacés de régions sous le feu des bombardements, et les nouveaux patients qui avaient besoin, et certains, parce qu'ils ne trouvaient plus les opiacés illégaux, donc avaient encore plus besoin de TAO. De plus, plusieurs cliniques privées ont dû fermer, évidemment, et les transports des médicaments entre les régions devenaient de plus en plus difficiles.
Donc à ce moment-là, il y a eu une mobilisation des ONG, du ministère, de la société civile surtout, pour essayer de réagir très vite à ça. Donc la réponse du gouvernement et des ONG, bon, il y a eu un changement assez rapide dans les policies, dans les régulations, donc de façon à permettre des take-home de 30 jours au lieu de 10, okay, ce qui facilite les choses pour les usagers, de permettre aux pharmacies de stocker plus de médicaments pour 3 mois au lieu d'1 mois, et de permettre à chaque, disons, localité d'être flexible dans les régulations. Bon, aussi, il faut souligner le travail des ONG, notamment Alliance for Public Health, qui a pu transporter les médicaments dans les régions, parfois cachés dans d'autres choses, avec d'autres médicaments pour les faire passer. Les cliniciens, la réponse des cliniciens était variable, même s'il y avait assez de TAO pour durer beaucoup de temps, mais les ont eu peur et ont diminué les doses des patients pour pouvoir tenir, pour que les stocks puissent durer. D'autres ont priorisé les patients existants. Donc, ils n'ont pas diminué les doses, mais ils n'ont pas accepté d'avoir de nouveaux patients. Les cliniques privées ont presque, ce qui est resté, à part ceux qui ont fermé, ceux qui est resté ont dû diminuer les doses de méthadone graduellement pour que les doses puissent tenir. Les patients, bien sûr, souvent n'arrivaient pas à accéder aux lieux de prescription. Certains harcelaient et attaquaient d'autres patients ou les cliniques pour leur voler leurs médicaments et pouvoir en prendre. Et les ressources humaines devenaient de plus en plus difficiles. Les prescripteurs, les cliniciens, tout ça, des fois, devaient dormir à l'intérieur des cliniques pour pouvoir assurer. Donc, malgré tout ça, en fait, ce que les études ukrainiennes faites en Ukraine montrent que la réponse a été quand même positive, dans le sens que les patients ont été bien sûr affectés, mais il y a eu relativement peu d'arrêts de traitement. Il n'y a pas eu d'augmentation de consommation de drogue illicite pendant ce état, et le nombre de patients sous TAO est revenu très vite à la normale. Et ça, c'est grâce aux efforts vraiment coordonnés de la société civile et du gouvernement. Donc pour la Palestine, on a beaucoup moins d'études que l'Ukraine. Donc il y a quelques chiffres qui viennent de certains documents. Donc vous connaissez, les territoires palestiniens, c'est la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'estimation, c'est qu'il y a à peu près 26 000 ce qu'on appelle les high risk drug users. Beaucoup de gens injectent l'héroïne. À Gaza, la substance la plus commune est le tramadol, qui est un dérivé morphinique. En Cisjordanie, il y a beaucoup d'autres drogues, notamment l'héroïne. Et plusieurs centres sont présents dans ces régions, plus en Cisjordanie qu'à Gaza, pour traiter. Donc, la méthadone a été commencée en 2014, suivie de la buprenorphine en 2018. Elle est gratuite pour tout le monde. Et à la base, c'était beaucoup plus disponible en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Les take-home doses étaient possibles avec, disons, des critères un peu stricts. Bon, là, évidemment, l'interruption des traitements, surtout dans la bande de Gaza, pouvoir transporter les médicaments, avoir le médicament devient plus difficile. Et ça, c'est encore plus aggravé par tous les dommages psychologiques que les gens subissent et le fait que les traitements agonistes ne sont absolument pas la priorité dans ce genre de situation. Malgré cela, les chiffres du ministère font qu'en Cisjordanie, en bande de Gaza, il n'y a aucun chiffre, en Cisjordanie, qu'ils n'ont pas eu à diminuer les doses et qu'il y a eu des plans de, contingency, différents pour essayer de maintenir tous les patients qui sont sous TAO. Au Liban, si vous allez au Liban maintenant, vous allez voir que c'est un pays magnifique, avec une vie de jour et de nuit qui est magnifique, mais la réalité n'est pas aussi brillante. Depuis 2019, la pire crise économique qui a été décrite depuis le 19e siècle,
une dévaluation de la livre libanaise à 98%, l'explosion du port en août 2020 qui a fait des dégâts considérables, et depuis 2023, l'extension du conflit israélo-palestinien, avec notamment beaucoup de pertes, mais beaucoup de déplacés aussi. Donc, avant la crise, on a au Liban juste la buprenorphine, on n'a pas la méthadone. Les gens paient leur traitement, qui était avant la crise de 200 € par mois environ, ce qui était déjà beaucoup. Donc, imaginez après la crise, qu'est-ce que c'est? Donc, 1200 personnes sous buprenorphine. Bon, les guidelines aussi ne sont pas toujours très intelligents, si on peut dire. Juste les psychiatres sont autorisés à prescrire. Les take-home doses sont possibles, 1 à 2 semaines maximum. Et à chaque prescription, il faut un test d'urine pour les opiacés. Bon, pourquoi? Bon, c'est les guidelines comme ça. Bon, s'il est positif ou négatif, ça ne change en rien, mais il faut le faire. Donc, 90% des gens sont traités par les ONG au Liban, donc ce qui compense un peu la défaillance de l'État. Donc, après 2019, les mêmes problèmes que j'ai déjà décrits pour l'Ukraine et le manque de ressources, le manque de médicaments, la difficulté à payer, à trouver les choses. Aussi, les ONG, le gouvernement se sont mobilisés. MENARA, qui est Middle East North Africa Harm Reduction Association, dont le siège est à Beyrouth, a beaucoup aidé pour amener des donations de médicaments, et donc et AFD, l'Agence France de développement aussi, pour payer le prix des médicaments qui devenait impossible. Donc, comme aussi en Ukraine, malgré tout, il n'y a pas eu d'augmentation significative de drogue illicite. La majorité des patients étaient retenus, mais malheureusement pas de nouveaux patients pendant plusieurs années. Donc, on peut dire dans ces 3 régions que finalement, ils se sont bien tirés, si je peux dire, par rapport au TAO, pas par rapport à autre chose. Donc, qu'est-ce qui explique cette résilience? C'est bon, ce travail de collaboration entre toutes les instances et surtout vraiment le dévouement de la société civile, des prescripteurs, de toute la société civile. Mais là, il y a une étude qui a été faite, l'équipe de Delamura, qui pose 2 questions que je trouve très pertinentes, qui pour tenter d'expliquer un peu cette résilience. Donc la première question, est-ce que dans ces 3 régions, en fait, le fait avant la crise, de travailler dans des conditions qui sont à la base difficiles, avec peu de ressources, avec des difficultés, a fait que après la crise, les gens ont pu réagir de façon très vite et quand même assez efficace? Est-ce que c'est ça qui explique ou qui peut expliquer en grande partie la résilience? Et la deuxième question, quels seraient finalement les coûts à long terme de cette résilience pour les individus, mais aussi pour le système de santé? Donc il faut des études pour répondre à ça. Mais pour la première question, que je trouve assez pertinente, c'est vrai que dans ces 3 régions, il y avait beaucoup de difficultés avant. Okay. Dans les 3, il faut enregistrer, il faut une bureaucratie énorme, il y a des attentes, des listes d'attente énormes, des critères diagnostiques, pas diagnostiques, de régulation, bon, qui ne sont pas toujours très logiques, des ressources financières faibles, des ressources humaines faibles. Donc, c'est vrai que même si, comme dit Platon, la nécessité est la mère des inventions, le fait d'avoir travaillé longtemps, et je le sais du Liban, j'imagine que ça doit être la même chose en Ukraine et en Palestine, le fait d'avoir travaillé longtemps dans des conditions difficiles a fait que nous avons pu réagir de façon très rapide et quand même assez efficace. Mais aussi, bon, pour répondre à la deuxième question, improviser et la résilience, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment changer les policies, il faut vraiment changer les régulations. Ce n'est pas juste suffisant de dire oui, on est résilient. Donc il y a ce document qu'on avait travaillé depuis plusieurs années sur les législations et régulations idéales par rapport au TAO et qui avait été coordonné par Olivier Simon. Et les recommandations clés étaient justement de ne pas avoir d'autorisation nécessaire préalable par le gouvernement, d'enlever les barrières financières, d'avoir une coordination vraiment entre tous les intervenants et de diminuer autant que possible la stigmatisation. Et vous voyez qu'en fait, dans ces 3 régions que j'ai mentionnées, la plupart de ces recommandations clés ne sont pas malheureusement faites. L'Ukraine a beaucoup changé.
depuis, donc c'est en train. Au Liban, nous avons présenté un document au ministère de la Santé pour s'aligner autant que possible sur ces recommandations. En Palestine, je pense que c'est encore trop prématuré. Et aussi, la semaine passée, justement, je voyais ce document qui est sorti par WHO, qui est justement les TAO en temps de crise, et insister sur la continuité des TAO en temps de crise, sur la résilience de la communauté avec tous les partenaires. En temps de crise, augmenter les take-home doses, augmenter la possibilité de répondre au risque d'overdose qui peut être là, augmenter la possibilité d'aider les gens qui veulent se sevrer ou qui veulent faire un traitement de sevrage, et augmenter le support psychosocial. Donc, on a fait un peu tout ça de façon spontanée lors des crises, mais ça reste un document important, et il y a certains collègues du TDO qui ont collaboré à ce document, notamment Marie-Ève Goyer et Idriss Abba. Donc, ce matin, Alexis Gouzdil a terminé sa présentation en citant Albert Camus. Je vais aussi terminer ma présentation en citant Albert Camus, qui montre que l'être humain, dans les moments difficiles, arrive toujours à trouver en lui les ressources et la force nécessaire pour continuer à avancer. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, ça nous fait 3 présentations et 15 minutes justement pour pouvoir échanger avec les speakers, où on a vu un panel effectivement donc de thématiques évoquées. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? Pas pour l'instant. Moi, j'en ai une. Hello. Ah, Hi, my name is Jason Farrell. I'm from Amsterdam. My question is for Mark. I liked your presentation, but maybe I missed the beginning. You talked about behavioral therapy in combination with the medication. Yeah, him, sorry. Yeah, Roger, sorry, Roger, yeah. What were the outcomes of that behavioral therapy? Was it behavioral intervention? What kind of behavioral therapy? Because you didn't really talk. You Quels talked étaient about les résultats? Parce que vous avez parlé d'abstinence comme marqueur de succès, mais quels résultats cherchez-vous alors pour la thérapie comportementale? Et j'aimais ce que vous avez dit sur chaque jour qu'un utilisateur n'utilise pas, eh bien ça c'est un succès pour ceux qui apportent les traitements. Mais je suis préoccupée par les thérapies comportementales pour l'intervention que vous apportez. Vous avez dit, regardez 3 différents types de comportements. 2 par David Filene. Dans le premier, ils avaient une gestion systématique de 20 minutes de visite, d'entretien avec un médecin qui était structuré pour parler des à côté, des effets secondaires. Et puis, on a parlé de groupes de soutien sur le craving, comment aider les personnes. Donc, dans la première étude, différents aspects de l'intervention pour les problèmes interpersonnels, les problèmes familiaux. Alors, il y a des thérapies cognitives également. L'étude Walter Links, où des personnes avaient soit une gestion à la maison ou une thérapie de comportement cognitif, ou les deux. Et dans cette étude prescriptive, c'était un conseil autour des opioïdes pour éviter la rechute standard. Donc les mesures et les résultats ont été un peu différents.
que ce soit à succès ou pas, mais c'est la raison pour laquelle nous avons regardé plus en profondeur les définitions du succès pour pouvoir voir les usages et voir l'abstinence sur certaines semaines, comme il nous manquait quelque chose. Et en mélangeant, en combinant des jours d'utilisation, on voyait une baisse de l'utilisation, c'est les personnes qui n'avaient pas réussi. Donc c'était intéressant. Pas de, change- pas de changement de marqueur de comportement qui était inclus. Oui, ce que Kate McHugh a fait, c'est que le fonctionnement, on a regardé le fonctionnement aussi, il n'y avait pas des différences de fonctionnement. Et bien sûr, la sévérité, l'index de sévérité d'addiction n'était pas très bon. On voyait l'indicateur du changement sur plusieurs semaines, sur une période de 12 semaines, la qualité de vie. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse maintenant et que l'on regarde pour voir s'il y a des changements dans la vie, la qualité de vie ou pas. C'est ce que certains regardent de près maintenant. Merci beaucoup pour vos présentations. On a abordé pas mal de choses, donc je pourrais commencer par Ramzi Haddad. Je suis d'accord que le Liban est un pays très beau. Il est difficile de rendre visite dans ce pays. Vous êtes confronté à de nombreux problèmes, n'est-ce pas? Je me réfère à mon expérience dans la mise en place d'études en Ukraine, à la frontière ukrainienne. Et donc, comment utiliser ce type de médicaments et aussi les souligner et aussi le management du non-succès, donc des thérapies. Peut-être parler du problème des doses, n'est-ce pas? En particulier dans des zones, dans des régions non stables. Comment procéder avec cette importance de la première semaine, cette induction et la possible continuation donc de traitement dans ces pays. Et aussi, je voulais demander à Marc, par rapport à votre premier slide, qu'est-ce que vous recommandez par rapport à l'utilisation des substances dans ICD 11? Quelle serait votre recommandation? Par quoi commenceriez-vous? Comment commencer et comment utiliser ces outils en ligne? Merci beaucoup. Oui, merci. Lorsque la crise a commencé, les stocks de buprenorphine étaient très faibles. Il a fallu diminuer les doses pour tous les patients. Lorsque nous avons commencé à avoir suffisamment de buprenorphine, ce que nous avons fait parfois, c'est augmenter les doses à amener à les patients chez eux, de sorte à pouvoir entreposer des médicaments à la maison. Et s'il y avait une autre manque de médicaments ou de personnes déplacées, forcées à se déplacer, eh bien, dans ces scénarios, cela viendrait en aide. Le principal problème au Liban est la question économique, mis à part la guerre, le prix des médicaments qui ne sont pas couverts ni par les tiers ou le gouvernement. En Ukraine, si je ne me trompe pas, ceci est financé par le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on peut demander aux orateurs, s'il vous plaît, d'approcher le micro, s'il vous plaît, de s'approcher du micro? Le problème des doses tôt sont un problème. Monsieur parle un peu éloigné de son micro. Lorsque le fentanyl est arrivé aux États-Unis, l'objectif était de 16 milligrammes. Quelques personnes en avaient un peu moins, d'autres plus. Typiquement, on en était à 16 milligrammes au deuxième jour. À quel point
C'était important donc d'avoir la bonne dose, la dose la plus élevée possible à la première semaine et au plus vite. Bien maintenant, même si maintenant il y a beaucoup de controverses par rapport à cela, il y a des personnes qui utilisent le fentanyl, d'autres commencent par des doses très faibles, d'autres par des doses très élevées. Et donc, il serait important de savoir comment cela se passe les premières semaines. Les personnes, oui, vous avez soulevé un point très important, c'est d'avoir les bonnes doses de manière précoce. Parce que la réponse précoce, la première réponse est très importante, si importante. Et merci beaucoup pour vos questions. Si j'ai bien compris, donc la question concerne lorsqu'il faut, quand est-ce qu'il faut intervenir? Et cette question, maintenant il y a une coupure de sang, nous nous en excusons. Eh bien, les parents, les adultes, l'utilisation de l'Internet, il faut faire prendre conscience à toutes ces parties prenantes, en fait, du problème, de l'ampleur du problème. Mieux on comprendra cela, meilleure sera l'information donnée, fournie aux individus. L'enfance va de la petite enfance à l'adolescence et il s'agit de développer donc des réglementations émotionnelles en quelque sorte. Il faut aussi être capable de tolérer donc les reports dans les gratifications, dans les récompenses, n'est-ce pas? Si nous pensons à ce qui a été testé empiriquement pour l'intervention, excusez-nous, une nouvelle coupure de son. Et donc, en regardant l'ample bande de mesures, eh bien, c'est que nous avons vu qu'il y avait des variances par rapport à la prédiction de l'utilisation ou la consommation de substances. Ensuite, donc la réglementation, la régulation émotionnelle, le contrôle de l'impulsivité. Et donc, en primaire, à la fin de la primaire, eh bien, ces plans doivent être validés pour mettre les problèmes de l'utilisation des substances au centre, donc des programmes d'enseignement, apprendre aux élèves, aux jeunes à régler leurs émotions et à pouvoir attendre à avoir des récompenses, pouvoir attendre plus longtemps pour être récompensés après, après leurs efforts, par exemple. Aussi, l'utilisation de l'Internet ou des dispositifs électroniques pour, faire, pour répondre aux problèmes, aux aléas émotionnels. Nous n'avons pas toutes les données, mais en tout cas, c'est ce que je peux apporter. Oui, j'ai un commentaire pour le docteur Potenza. L'anxiété dans l'académie, lorsque quelqu'un me dit, Monsieur le docteur Kemena, vous avez lu le Mongolian Journal of Psychiatry, il vient de sortir hier, il y a des disputes, etc. Et donc, j'ai un, un cadeau pour vous, scientifique du mois d'octobre. Il y a un article de Laura Edelson, elle est de Boston. What I wish parents knew about social media. Ce que j'aimerais que les parents connaissent des réseaux sociaux. Nous parlons de théories, de statistiques, etc. Et comment enseignez-vous aux parents à gérer la surutilisation, l'excès d'utilisation des réseaux sociaux? Parce que les enfants sont beaucoup plus compétitifs et peuvent avoir davantage de savoir que nous. Nous venons du monde analogique et ils sont dans le numérique.
Il y a une blague à cet égard qui disait qu'une fille disait à sa maman, n'oublie pas que je t'ai appris à utiliser l'ordinateur et la mère de répondre, ne souviens-toi bien que je t'ai appris à utiliser une cuillère. Donc, c'est un article certainement très intéressant. D'abord, votre adolescent est un produit, il n'est pas le client, parce que les enfants ne comprennent pas que quoi qu'on en fasse en ligne, ces informations vont quelque part et de ce quelque part, c'est envoyé à d'autres utilisateurs potentiels ou à quiconque qui puisse exploiter vos enfants. La deuxième question est que l'algorithme alimente un design pour une utilisation, non pas le bien-être. Donc, nous avons l'ennemi face à nous, que ce soit les grandes sociétés de cannabis ou de tabac. C'est comment apprendre. Bon, j'ai voyagé en avion, j'ai voyagé 5, 6 heures à la côte ouest. Il y avait une jeune fille qui jouait sans arrêt. Je la regardais jouer. Son père m'a regardé aux États-Unis. C'est mal vu de regarder un enfant, un adolescent comme ça. Et j'allais lui dire, votre, je lui ai dit, votre fille ne regarde pas son écran depuis 3 heures, n'est-ce pas? Et il m'a répondu, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je le lui enlève, elle va se réveiller. Je suis d'accord que c'est une donne qui change rapidement. Il y a un changement générationnel et sous-générationnel, même par rapport aux différences dans la compréhension de tout cela. Je pense que nous devons travailler plus pour comprendre les algorithmes et comment ils peuvent avoir une influence sur les processus de prise de décision et peut-être malmener le bien-être des populations. Il y avait un dilemme social il y a quelques années, Social Dilemma. C'est un environnement Free AI, donc antérieur à l'intelligence artificielle. Et il s'agissait donc d'une série de personnes qui étaient devant le fait que les entreprises de Silicon Valley fermaient ou quittaient donc la région. Et il y a eu des souffleurs comme Francis Norton qui ont témoigné contre certaines sociétés. Ceci a mené à plusieurs réglementations, y compris dans l'Union européenne. Il y a eu des amendes contre Meta et d'autres sociétés. C'est en cours maintenant. Et comment équiper toutes les parties prenantes pour protéger les individus et utiliser ces technologies numériques qui apportent de nombreux bénéfices? Comment garder ces avantages tout en protégeant les individus? C'est très important et c'est quelque chose qui change Des souvent. présentations, la qualité des speakers. Nous avons tous beaucoup de questions à leur poser. Nous aurons l'opportunité de pouvoir échanger plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Nous allons donc clore cette section avec le professeur Maramani et on vous donne bien entendu rendez-vous pour la suite qui se poursuit immédiatement. Donc ne quittez pas effectivement donc l'amphithéâtre. Merci.